Mon frère a dit, annule ton rendez-vous chez le médecin et emmène-moi à mon match de baseball demain. Quand j'ai dit non, une gifle sèche a atterri sur ma joue, me faisant trébucher. Garce égoïste. Mes parents ont ajouté, son avenir compte, ta vie n'a jamais compté. Alors je suis parti, et ils ont tout perdu. Bonjour, je m'appelle Landry Beckett, j'ai 27 ans. Ce samedi matin-là, mon petit frère Dylan m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, annule ton rendez-vous chez le médecin et conduis-moi à l'aéroport, tout de suite. J'ai dit, non. L'instant d'après, sa main a frappé mon visage si fort que j'ai chancelé. Salope d'égoïste, a-t-il hurlé. Mes parents n'ont même pas sourcillé. Ma mère a simplement ajouté froidement, son avenir à lui, il compte. Le tien, non. Ce rendez-vous chez le médecin, celui que j'attendais depuis 9 mois entiers, celui qui devait me dire si la grosseur dans mon cou était un cancer ou non. Son vol pour le Perfect Game National, le tournoi de détection qui pourrait lui assurer un contrat de plusieurs millions de dollars en MLB. Je suis parti le jour même, et ils ont tout perdu. Si votre propre famille a déjà choisi le rêve de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre vie, restez jusqu'à la toute fin. Celle-ci se termine de manière glaciale. Cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant pour ne jamais manquer une seule histoire vraie comme celle-ci. J'ai toujours été l'ombre au bord de notre propre jardin. Depuis que mon petit frère Dylan avait 8 ans, ce jardin était son royaume. Papa a arraché l'herbe et coulé une dalle de béton juste pour qu'il puisse avoir un tunnel de frappe de 18 mètres, avec un filet de qualité professionnelle et un éclairage de stade qui illuminait tout le quartier. Chaque lundi, mercredi et vendredi, un nouvel entraîneur privé, vêtu d'une veste d'échauffement d'une équipe de ligue majeure, débarquait dans un Silverado surélevé. $300 de l'heure, en espèces. Sans reçu, bien sûr. Les week-ends n'étaient plus des week-ends. C'étaient des vols de nuit pour Jupiter, Fort Myers, Phoenix, Carrie Lake, partout où se déroulaient les meilleurs tournois de travel ball ce mois-là. Dylan voyageait en première classe à 12 ans. Moi, je prenais encore le bus RTD pour aller au Community College. Je payais mes propres livres, ma propre nourriture, mon propre tout. Pendant que Dylan recevait des crampons sur mesure moulés à ses pieds toutes les 6 semaines, je travaillais de nuit comme agent d'entretien dans un parc de bureaux près de Bellevue, puis j'embauchais à 6 heures du matin chez Einstein Bros. Sur Pearl Street, pour pouvoir accumuler suffisamment de crédit pour être transféré à l'université du Colorado à Boulder. Ma chambre était le sous-sol non fini, des murs en parpaing, une ampoule nue au-dessus d'un futon que j'avais trouvé sur Craigslist, et une bande-son constante de balles de baseball frappant le filet de protection au-dessus de ma tête, jusqu'à minuit. Certaines nuits, je comptais les bruits sourds au lieu des moutons. 137, 138, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent enfin. Maman gardait un immense tableau effaçable à sec sur le frigo, avec toute l'année de Dylan planifiée en rouge. Le championnat du monde WWBA en juillet, le Perfect Game National en juin. Les tournois de détection par zone en août. Mon horaire de travail n'a jamais mérité un seul carré. Quand j'ai été admise à Boulder avec une bourse partielle, papa a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour dire « Cool, ça veut dire que tu partiras plus tôt ». Ils ne sont pas venus à ma cérémonie de remise des diplômes. Dylan avait un tournoi de détection en Géorgie ce week-end-là. Maman m'a envoyé un texto avec un emoji de baseball, et rien d'autre. À 26 ans, j'avais enfin un vrai travail dans une agence de publicité du centre-ville, gagnant assez pour louer un studio de 37 mètres carrés près de Colfax. J'envoyais encore de l'argent à la maison tous les mois, parce que les cotisations du travel ball avaient encore augmenté, ou que le nouveau radar coûtait $2000, ou que l'équipe avait besoin de nouveaux uniformes avec le numéro de Dylan cousu en 3D dans le dos. Je me disais que c'était temporaire. Une fois que j'aurais fait examiner la grosseur dans mon cou, une fois que je saurais que tout allait bien, j'arrêterais. Je fixerais enfin une limite. La grosseur est apparue juste après mon 26e anniversaire, dure comme une bille sous ma mâchoire. Le médecin de famille à Littleton l'a palpé, a froncé les sourcils et m'a envoyé directement chez un ORL. L'ORL m'a envoyé en oncologie. Chaque spécialiste accessible en voiture avait des listes d'attente de 6 à 10 mois. J'ai pris le tout premier créneau que l'on m'a offert, dans 9 mois. Je l'ai noté en rouge dans le calendrier de mon téléphone, la seule chose rouge qui me concernait. Et j'ai attendu. J'ai attendu pendant que la grosseur grossissait. J'ai attendu pendant que ma voix commençait à se casser sur certains mots. J'ai attendu pendant que la balle rapide de Dylan passait de 148 à 154 km/h et que les sites de recrutement commençaient à le qualifier de « bras générationnel ».
Personne dans cette maison ne m'a jamais demandé comment j'allais. Maman n'appelait que lorsque l'entraîneur avait besoin d'un autre paiement. Papa ne m'envoyait des textos que lorsque Dylan avait besoin d'être conduit à l'aéroport, parce qu'Uber était trop lent. Je continuais à virer l'argent, à me pointer avec du Gatorade et des graines de tournesol, à faire semblant de ne pas remarquer que mes colliers ne reposaient plus à plat. Je me disais qu'une fois le rendez-vous arrivé, tout changerait. J'aurais enfin de l'importance pour quelqu'un, même si ce n'était que le médecin. Mais ce rendez-vous tombait exactement le même samedi où Dylan devait être à l'aéroport international de Denver à 8 heures du matin, pour le vol charter privé vers le plus grand tournoi de détection de sa vie. Et pour la première fois en 27 ans, j'ai réalisé que j'en avais assez d'être l'ombre. Ce samedi matin-là, Dylan a dévalé les escaliers en trombe, comme si toute la maison était son clubhouse personnel. Il portait son sweat à capuche de voyage Perfect Game, celui avec son numéro cousu en grand dans le dos, son sac de sport se balançant, ses AirPods crachant la playlist motivante dont il était obsédé cette semaine-là. Il ne m'a même pas regardé, il a juste aboyé en direction de la cuisine. Landry, les clés. On part dans 25 minutes, le vol est à 10 heures. J'étais appuyé contre l'îlot, serrant le premier café chaud que je dégustais en paix depuis une éternité. Mon téléphone était posé face visible à côté de moi, l'écran brillant avec le rappel pour lequel j'avais vécu, UL sans chute oncologie, Dr Sarah Mitchell. 11h30 ne pas reporter. J'ai pris une longue gorgée et j'ai dit, je ne te conduis pas. J'ai mon rendez-vous. Il s'est arrêté au milieu du salon, a retiré un AirPod. Quel rendez-vous? Le spécialiste. La grosseur dans mon cou. Celui que j'attends depuis 9 mois. Il a carrément ri, comme si j'avais raconté la blague la plus nulle du monde. T'es sérieuse, là? Appelle-les et déplace-le. C'est le Perfect Game national, Landry. Toutes les équipes de la MLB envoient des recruteurs. Je ne vais pas rater ma chance parce que tu as un rendez-vous médical à la con. Ce n'est pas à la con. Ils vont faire une biopsie. C'est peut-être un cancer. Il a levé les yeux au ciel si fort que toute sa tête a suivi. Mon Dieu, que tu es dramatique. Tu as ce truc depuis des lustres et tu te portes très bien. Annule-le. Non. Juste ce mot. Calme, plat, final. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Il a laissé tomber son sac, a fait 3 pas vers moi jusqu'à ce que nous soyons nez à nez. Sa voix est tombée à ce murmure hideux qu'il réserve aux personnes qui osent lui dire non. Prends tes clés. Monte dans la voiture. Conduis-moi à ce putain d'aéroport. Je ne le ferai pas, sa main a bougé plus vite que je n'ai pu la suivre. Paume ouverte, de toutes ses forces, elle s'est abattue sur le côté gauche de mon visage, comme une balle rapide de ligue majeure. L'impact m'a fait tournoyer. Ma hanche a heurté le coin pointu de l'îlot. Le café a explosé sur le comptoir et je suis tombé lourdement sur le tapis du salon, les oreilles bourdonnantes, la vision clignotant en blanc. Maman et papa étaient déjà là. Ils étaient entrés pendant que nous nous disputions et n'avaient pas fait un bruit. Papa a croisé les bras, m'a regardé au sol et a prononcé les seules paroles qu'il m'adresserait jamais plus. Son avenir à lui, il compte. Le tien, non. Maman n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Elle était trop occupée à s'assurer que la carte d'embarquement de Dylan était affichée sur son téléphone. Je suis resté au sol pendant peut-être 4 secondes, goûtant le sang, sentant le contour parfait de sa main brûler ma peau. Quelque chose en moi qui était fissuré depuis des années s'est finalement brisé net en deux. Je me suis relevé, lentement, j'ai essuyé ma bouche et je suis passé devant eux 3 sans un seul mot. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre que je n'utilisais presque plus. J'ai attrapé le sac de voyage que je gardais pour les déplacements professionnels de dernière minute. J'y ai jeté 3 jours de vêtements supplémentaires. Mon chargeur d'ordinateur portable, mes affaires de toilette, le dossier épais contenant tous mes dossiers médicaux, et l'enveloppe avec 4000 $ en espèces que je cachais dans une boîte à chaussures pour les urgences. 14 minutes entre le moment où sa paume a touché mon visage et le moment où je suis redescendu. Dylan était déjà dans le garage, hurlant à propos du trafic. Maman tenait son shaker comme s'il était en or. Papa ne s'est jamais retourné. J'ai marché droit vers la porte d'entrée. Dylan a crié depuis le garage, « Landry, qu'est-ce que tu fous ?» Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans le matin glacial de mai et l'ai refermée derrière moi avec un doux clic final, qui a semblé en quelque sorte plus fort que la gifle elle-même. Je suis monté dans ma voiture,
J'ai reculé hors de l'allée et je me suis éloigné de cette maison pour la dernière fois de ma vie. J'ai conduit directement à Uels, avec l'empreinte de la main de mon frère encore brûlante sur mon visage. J'ai pris le ticket du parking à 10h57, j'ai trouvé une place au niveau 4 et je suis resté assise dans la voiture pendant 3 minutes entières, à me regarder dans le rétroviseur. La marque devenait déjà violette. 5 doigts parfaits, dessinés comme une marque au fer rouge. J'ai attrapé mon dossier de documents médicaux, j'ai verrouillé la voiture et je suis entré. La salle d'attente d'oncologie était calme, principalement des patients plus âgés, et un adolescent à l'air effrayé avec sa mère. Quand l'infirmière a appelé, Landry Beckett, elle a eu le même temps d'arrêt que la réceptionniste, mais est restée professionnelle. Je l'ai suivie dans le couloir jusqu'à la salle d'intervention. Le docteur Sarah Mitchell attendait déjà, dossier à la main, blouse blanche impeccable. Elle a levé les yeux, a vu mon visage, et le dossier s'est abaissé lentement. Landry, qui vous a fait ça? J'ai ouvert la bouche pour mentir, pour dire que j'étais rentré dans une porte, mais rien n'est sorti. Au lieu de cela, toute la matinée a jailli d'un coup. Dylan qui avait besoin de l'aéroport, la gifle, mes parents qui se tenaient là comme si j'étais une étrangère. L'exode de 15 minutes. Sarah a écouté sans bouger un muscle. Quand j'ai eu fini, elle a posé le dossier, a retiré ses gants et a dit « Vous ne retournerez pas dans cette maison. Pas ce soir. Pas jamais, si j'ai mon mot à dire. » La biopsie à l'aiguille fine a duré 8 minutes, anesthésie locale, une pression rapide, un pansement, c'était fait. Elle m'a dit que les résultats prendraient 5 à 7 jours ouvrables et a programmé le suivi. Puis elle a posé la question qui a brisé le dernier fil qui me tenait. Avez-vous un endroit sur où aller après ça? Je n'en avais pas. Mon bail de studio avait pris fin en mars. Je dormais au sous-sol sur un matelas pneumatique chaque fois que j'étais en ville. Sarah n'a pas hésité. Vous venez chez moi. Chambre d'amis, double des clés. Un gros golden retriever idiot qui pense que tout le monde est son nouveau meilleur ami. Pas de discussion. J'ai essayé de protester. Elle a mis fin à la discussion d'un seul regard. J'ai vu ce qui se passe quand les gens y retournent après le premier coup. Nous n'allons pas faire ça. Sa maison était un modeste ranch des années 1970 à East Aurora, des lumières de Noël clignotant encore sur le porche parce que la vie est trop courte. Elle m'a tendu un sac de maïs congelé, a versé 2 verres très généreux de cabernet et m'a assise à sa table de cuisine. Puis elle a demandé ma carte d'assurance pour pouvoir terminer les formalités administratives de l'hôpital sur son ordinateur portable. J'ai fait glisser mon portefeuille sur la table. Elle l'a ouvert, a sorti la carte, puis s'est arrêtée net. Landry, pourquoi y a-t-il 9 cartes de crédit ici à votre nom que je suis à peu près sûr que vous n'avez pas ouvertes? Je lui ai dit que je n'en avais que 2. Elle s'est connectée au portail de facturation sécurisé des patients, a demandé un rapport de crédit mis à jour à des fins de vérification d'assurance. Il s'avère que les oncologues peuvent obtenir des rapports complets en cas de suspicion de fraude. Et nous avons regardé l'écran se charger ensemble. Dette totale non garantie à mon nom. 178 412 $. 9 cartes différentes, toutes ouvertes au cours des 36 derniers mois. Toutes au maximum, toutes avec des schémas de paiement qui correspondaient au calendrier de Buzzball de Dylan comme une empreinte digitale. 29 800 $ sur une carte platine, pour des hôtels d'équipe à Jupiter, Fort Myers et Phoenix. 33 100 $ sur une carte noire, pour des forfaits d'entraînement privés, des radars, des unités Rapsodo, des abonnements à Driveline Buzzball. 41 200 $ sur une carte Visa professionnelle, pour des vols charter, des jets privés vers East Cobb, des factures de banquet d'équipe. 34 300 $ répartis sur 2 cartes, pour des suppléments de performance provenant d'une pharmacie de préparation à Sarasota qui avait été signalée 2 fois par la DEA pour avoir vendu du trembolone et de la testostérone à des joueurs de ligue mineure. Chaque demande avait mon numéro de sécurité sociale, ma signature scannée sur de vieux formulaires d'autorisation scolaire, mon adresse à Littleton. Certaines mentionnaient même Dylan comme utilisateur autorisé, pour qu'il puisse les exhiber lors des dîners d'équipe. Sarah a fixé l'écran pendant un long moment. Puis elle a fermé l'ordinateur portable, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre famille ne vous a pas seulement agressé ce matin. Ils vous volent depuis des années, et ils ont utilisé votre avenir pour acheter le sien. » J'étais assise là, dans la cuisine chaleureuse d'une inconnue, tenant du maïs congelé contre mon visage, fixant le chiffre qui représentait maintenant toute ma vie d'adulte en dette. 178 000 $.
Chaque centime canalisé dans le mythe de Dylan Beckett, futur premier choix de la draft. Et pas une seule personne dans cette maison n'avait jamais pensé à demander si j'allais bien. 2 semaines plus tard, le monde du baseball s'est enflammé. J'étais dans la cuisine de Sarah, vêtu d'un vieux sweat à capuche de l'Université du Colorado, mangeant un yaourt directement dans le pot, quand mon téléphone est devenu fou. Il n'a pas sonné. Il a vibré sur le granit comme s'il essayait de s'échapper. Je l'ai pris et l'écran était déjà un champ de bataille. D'abord sont venues les captures d'écran de conversations de groupes de parents à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Puis les Twitter Spaces, puis les messages directs de comptes que je ne suivais même pas. Le Perfect Game National avait effectué des tests surprises sur chaque lanceur dépassant les 148 km/h ce week-end-là. Dylan a été retiré du monticule après sa 4e manche, escorté aux services médicaux par 2 types en polo avec des badges de l'USADA. Ils ont prélevé du sang et de l'urine sur place. Les résultats sont revenus du laboratoire olympique de Colorado Springs en moins de 48 heures. Positif à 3 composés anabolisants distincts, boldenone indécylénate, nandrolone décanoate et un rapport TE de 28,1. Des chiffres si ridiculement élevés que le laboratoire a signalé une utilisation non thérapeutique et a envoyé le tout directement au bureau de recrutement de la MLB. À 10h12, son nom a disparu des classements en direct. À 11h03, le compte officiel de Perfect Game a publié la déclaration la plus sèche de l'histoire du sport, le participant BFL ASP HN04 a été retiré de l'événement et est inéligible à toutes les futures activités de PG en raison d'une violation des règles antidopage. À midi, tous les sites de recrutement l'avaient effacé. Baseball America, Prep Baseball Report, Five Tool, Prospect Live, disparu. Son profil de joueur redirigé maintenant vers une page 404. 11 entraîneurs de division I qui lui envoyaient des émojis cœur depuis 2 ans ont soudainement cessé de répondre. 11 offres de bourse complètes se sont évaporées comme si elles n'avaient jamais existé. Le tableau de la draft de la MLB, qui le projetait comme l'un des 15 meilleurs choix en 2027, avait maintenant une seule ligne dans les notes internes qui ont fuité 1 heure plus tard. Interdiction mondiale permanente de baseball. Ne pas contacter. Mon téléphone est devenu une arme. Maman a envoyé 41 messages en 6 minutes. C'est toi qui as fait ça. Tu es morte pour nous. Ton frère pleure dans sa chambre et c'est de ta faute. Papa a envoyé un message vocal. 38 secondes de pur venin. Tu ferais mieux de prier pour que je ne te revoie jamais. Dylan a envoyé 87 textos avant que je ne le bloque. Ils ont commencé par des négociations, sont passés aux menaces, pour finir avec lui sanglotant en majuscules que j'avais assassiné son rêve. Comme si c'était moi qui avais tenu la seringue. À 15h, quelqu'un avait déjà lancé un GoFundMe intitulé « Aider Dylan Beckett à combattre un faux positif ». Il a été retiré en 20 minutes pour violation des conditions d'utilisation. À 17h, le message le plus populaire sur le plus grand forum de recrutement était un fil de 47 pages intitulé « Le scandale des stéroïdes de Dylan Beckett ». Chronologie et preuves, avec 1,2 million de vues. Quelqu'un a posté des photos côte à côte. Dylan a 16 ans, lançant à 143 km/h. Dylan a 18 ans, lançant à 156 km/h, les veines sortant de son cou comme des câbles. Les commentaires étaient brutaux, chirurgicaux, définitifs. J'étais assise par terre dans le salon de Sarah, les jambes croisées, faisant défiler le carnage, pendant que son Golden Retriever posait sa tête sur mon genou. Chaque notification était une brique de plus dans le mur qu'ils avaient construit autour de lui, l'écrasant finalement en dessous. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé l'empire qu'ils avaient acheté en vendant mon avenir s'effondrer en temps réel, et je n'ai absolument rien ressenti. À 21h42, maman a appelé d'un nouveau numéro. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message vocal que j'ai écouté sur haut-parleur pour que Sarah puisse l'entendre aussi. Il a essayé de se faire du mal ce soir à cause de ce que tu as fait. S'il meurt, tu auras son sang sur les mains. Reviens à la maison tout de suite et arrange ça. J'ai bloqué ce numéro aussi. Puis j'ai retourné le téléphone, je me suis versé un verre d'eau et je suis allé me coucher. Pour la première fois de ma vie, personne dans cette maison ne pouvait m'atteindre. Et l'avenir parfait et doré de Dylan était déjà 6 pieds sous terre. Je leur ai donné 30 jours de plus de silence radio total. Je ne les ai pas bloqués pour le drame. Je les ai effacés. Nouveau téléphone, nouveau numéro, nouvel email, nouveau tout. Sarah a changé le mot de passe de sa sonnette vidéo la même semaine,
après que maman ait essayé de se présenter à 2 heures du matin en pleurant sur le porche. Enregistrement de sécurité uniquement, aucune conversation. Le 31e matin, je suis entré dans le bureau de Mason Brox, au 17e étage, dans le centre-ville de Denver. Le même Mason que j'avais autrefois payé en bière et en pizza pour écrire sa thèse de fin d'études. Maintenant, il portait un costume à $3000 et avait, avocat conseil, crime financier, sur sa porte. J'ai déposé un classeur de 5 cm d'épaisseur devant lui et j'ai dit, je les veux en prison fédérale. Il l'a ouvert. Page 1, la photocopie de ma carte de sécurité sociale à côté de 9 demandes de carte de crédit falsifiées. Page 2, les frais de $41,200 pour le carburant d'un jet privé. Page 50, les reçus de la pharmacie de préparation pour 4 cycles de testostérone et de nandrolone, adressés à des Beckett, Littleton, CO. Page 400, les relevés bancaires montrant chaque paiement provenant du compte de l'entreprise de Richard ou de la carte de débit personnelle de maman. Mason n'a pas bronché une seule fois. Quand il a fermé le classeur, il a simplement dit « 10 ans minimum pour l'organisateur ». C'est votre père. Il a tout déposé le jour même. Pas au tribunal d'État. Au niveau fédéral. Division des enquêtes criminelles de l'IRS, pour évasion fiscale sur les dépenses de l'entreprise de Buzzball. FBI, section des crimes financiers, bureau de Denver, pour fraude électronique et vol d'identité à travers les frontières des États. Service d'inspection postale des États-Unis, pour fraude postale, car ils avaient utilisé l'USPS pour recevoir les cartes. Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Colorado, dossier d'accusation complet. 10 jours plus tard, je déjeunais avec Sarah quand mon nouveau téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber ma fourchette. Photo de Richard Beckett, le visage pressé contre le capot poussiéreux de son propre F-250, au milieu d'un lotissement à moitié construit à Castle Rock. 2 agents du FBI en coupe-vent bleu marine lui tordant les bras derrière le dos, pendant que son équipe se tenait figée, des barres d'armature à la main. Titre, un entrepreneur de Littleton arrêté pour un vol d'identité de $178 000 contre sa propre fille. Maman a été arrêtée 24 heures plus tard sur le parking d'un supermarché King Soopers sur Bowl, tenant encore 2 pots de la protéine de lactosérum à la vanille préférée de Dylan quand les agents lui ont passé les menottes. Dylan a été inculpé 3 jours après. Les marshals fédéraux l'ont trouvé en train de s'entraîner au lancer dans un parc public de Highlands Ranch, parce que toutes les installations privées de l'État l'avaient banni à vie. Ils ont pris son téléphone, son MacBook, son Silverado surélevé, tout. L'acte d'accusation est tombé le lundi suivant. Richard, 12 chefs d'accusation. Cheryl, 8 chefs d'accusation, y compris complot. Dylan, 4 chefs d'accusation en tant que co-conspirateurs et bénéficiaires. Pas de caution pour Richard. Jugé à risque de fuite avec le jet de l'entreprise toujours à son nom. Directement au FDC Englewood en combinaison orange et chaîne ventrale. Maman a payé sa caution mais a dû rendre son passeport et porter un bracelet électronique lumineux à la cheville. Dylan a été confiné à la maison de Littleton sous surveillance avant le procès, la même maison maintenant envahie par les camions de presse 24H24 et 7J7. Mason m'a envoyé les photos d'identité judiciaire. Le visage de Richard était gris, les yeux vides. Maman avait l'air d'avoir 20 ans de plus. La photo de Dylan montrait un gamin qui réalisait enfin que le monde n'allait plus se plier à ses volontés. L'histoire a fait la une nationale pendant 3 jours. ESPN a diffusé un segment de 30 secondes sur SportsCenter intitulé « La famille d'un espoir de premier plan arrêté dans un scandale de fraude ». Les chaînes locales ont campé sur la pelouse jusqu'à ce que le juge impose un périmètre sans médias. D'anciens parents de Travelball qui léchaient le sol où Dylan marchait se sont soudainement souvenus de chaque détail suspect qu'ils avaient ignoré pendant des années. J'ai regardé tout ça depuis la chambre d'amis de Sarah, buvant du café par un matin tranquille, lisant l'acte d'accusation comme si c'était le meilleur roman que j'ai jamais ouvert. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste senti la dernière chaîne se briser. Richard Beckett n'était plus mon père. Il était le détenu fédéral 48 729 à 509, et j'étais enfin, complètement, intouchable. 14 mois plus tard, j'ai pris la toute dernière place au fond de la salle d'audience 402, au bâtiment fédéral Alfred à Harrage, à Denver. Je portais un simple blazer noir, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. Je voulais être invisible. J'étais la seule personne dans la galerie qui n'était ni de la presse ni de la famille. Richard a été amené en premier.
combinaison orange, chaîne ventrale, les cheveux grisonnants aux tempes. Il avait perdu 18 kilos et toute son arrogance. Quand il a balayé la pièce du regard à la recherche de visages familiers, ses yeux sont passés sur moi comme si j'étais une étrangère. Bien. Cheryl est venue ensuite, le bracelet électronique caché sous un pantalon large, serrant un chapelet si fort que ses jointures étaient blanches. Dylan est entré en dernier en traînant des pieds, en claquettes de prison, les poignets menottés devant lui, ressemblant en tout point au jeune de 18 ans brisé qu'il était maintenant. Aucun d'eux ne m'a vu. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Le procureur a exposé l'accord de plaidoyer final d'une voix plate et ennuyée. Richard Beckett. Plaidoyer de culpabilité pour 3 chefs d'accusation de vol d'identité aggravé, 2 chefs d'accusation de fraude électronique, 1 chef d'accusation d'évasion fiscale. Peine recommandée, 96 mois d'incarcération fédérale. Pas de libération conditionnelle, liberté surveillée de 3 ans. Cheryl Beckett, coupable de complot et de recel de crimes. 60 mois de probation, les 18 premiers mois en résidence surveillée, restitution intégrale solidaire. Dylan Beckett, jugement suspendu, programme de déjudiciarisation, 2 ans de probation, interdiction permanente de pratiquer le baseball organisé à quelque niveau que ce soit. Le juge a demandé à Richard s'il avait quelque chose à dire. Il s'est levé, la voix tremblante, et a livré la performance de sa vie. J'ai honte. J'ai fait des choix terribles. J'essayais de donner une chance à mon fils. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma fille. Il a même réussi à verser une larme. Le juge n'a pas été ému. Quand elle a prononcé la sentence, 96 mois à purger au FCI Englewood, date de présentation dans 30 jours, les genoux de Richard ont fléchi. 2 marshals l'ont rattrapé avant qu'il ne touche le sol. Cheryl a poussé un cri animal, mi-sanglot, mi-hurlement. Dylan fixait simplement droit devant lui, les yeux vides. La restitution a été ordonnée conjointement, 178 412 $, plus les intérêts, payables immédiatement. Le procureur a ensuite demandé, et le juge a accordé, la confiscation de la maison de Littleton pour satisfaire une partie de la dette. La maison de 5 chambres, la cage de frappe à l'arrière, la salle des trophées, tout a disparu. Vente aux enchères prévue dans 41 jours. J'ai regardé les marshals emmener Richard. Ses épaules étaient voûtées comme celles d'un vieil homme. Cheryl a tendu la main vers Dylan, mais il a reculé à son contact. Pendant une brève seconde, les yeux de maman ont balayé la galerie, cherchant. Ils se sont posés sur moi. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas cligné des yeux. Elle a réalisé qui j'étais et son visage s'est complètement décomposé. Je l'ai juste regardée comme si elle était en verre. Le juge a frappé avec son marteau. Affaire classée. Les gens ont commencé à sortir. Je suis resté à ma place jusqu'à ce que la salle soit vide, à l'exception du sténographe judiciaire qui rangeait ses affaires. Quand le dernier journaliste est parti, j'ai enfin expiré le souffle que je retenais depuis plus de 2 ans. Il n'y a eu aucune euphorie de victoire, aucune larme, aucune envie de courir et de leur crier au visage. Juste un vide vaste et glacial là où se trouvait ma famille. Comme se tenir dans la cage de frappe du jardin après que les lumières se soient définitivement éteintes. Froid, silencieux, terminé. Je suis sorti du palais de justice dans un après-midi ensoleillé du Colorado. Les montagnes semblaient exactement les mêmes que toujours, mais tout le reste était différent maintenant. 1 an après ce jour, j'étais enfin entière. La biopsie est revenue bénigne. Sarah a retiré la grosseur lors d'une intervention ambulatoire de 40 minutes, me laissant une fine cicatrice qui court comme une ligne discrète sous ma mâchoire. J'ai gardé le rapport de pathologie dans un cadre sur mon nouveau bureau, nodule thyroïdien bénin. Aucune preuve de malignité. Certains jours, je le touche juste pour sentir que les mots sont réels. Avec les chèques de restitution et mes propres économies, j'ai acheté un petit bungalow des années 1940 à Boulder, à 10 minutes des sentiers. Revêtement vert foncé, porche enveloppant, un jardin assez grand pour un chien et un potager, et absolument aucune cage de frappe. J'ai signé un mardi de septembre, j'ai eu les clés et j'ai dormi par terre la première nuit parce que le camion de déménagement était en retard. C'était la meilleure nuit de sommeil de ma vie. Octobre est arrivé, doré et vif. Un samedi après-midi, j'ai conduit vers le sud sur l'autoroute 93 sans autre raison que la lumière était parfaite, et je voulais un café de l'ancien endroit sur Main Street. J'ai pris les petites routes à travers Littleton sans y penser,
et elle était là, la maison sur Maple Lane, un panneau, vendu, rouge vif planté dans le jardin de devant, un U-Haul reculé dans l'allée, un jeune couple transportant des cartons, riant, leur petite fille chassant des bulles sur ce qui était autrefois le monticule d'entraînement de Dylan. La cage de frappe avait disparu. Les lumières du stade avaient disparu. Les étagères à trophées avaient disparu. J'ai ralenti la voiture à peut-être 15 km/h. La femme a levé les yeux, a souri, a fait un signe de la main comme les gens le font au Colorado. J'ai levé une main du volant en retour. Dans le rétroviseur, j'ai regardé la petite fille courir droit sur l'endroit où je me tenais autrefois, comptant les balles rapides dans le noir. J'ai gardé l'image pendant exactement une seconde. Puis j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis réinséré sur la route. Mes mains n'ont pas tremblé sur le volant. Pas même un frémissement. Ils ont tout perdu. La maison, la réputation, l'enfant prodige, les uns les autres. J'ai gagné une vie qui est enfin, complètement, à 100% la mienne. Et alors que les montagnes se dressaient devant moi et que le vieux quartier disparaissait derrière, j'ai souri pour la première fois depuis des années, sans vérifier qui pourrait regarder. Je ne suis jamais retourné en arrière.